BFM Business et Challenge présentent l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils. Bienvenue dans l'entretien HEC en collaboration avec Challenge, avec HEC bien sûr, et le cabinet de stratégie Bain. On est ensemble, vous le savez, pendant 1 heure pour faire passer son entretien à une personnalité. Je suis avec Vincent Beaufils, directeur de la publication de Challenge. Bonjour Vincent. Bonjour. Et puis notre invité aujourd'hui, c'est une personnalité, un financier de la City, mais il est aussi patron de club de foot. On va beaucoup parler de football, évidemment, ça passionne tout le monde. Loïc Ferry, bonjour. Bonjour Edwige. Merci d'être avec nous. Merci donc Edwige. Loïc Ferry, bonjour. Vous êtes venu avec votre double casquette, puisqu'effectivement vous avez créé le fonds Chenavari Asset Manager il y a 14 ans à Londres. Et puis vous êtes également présidente du club de football, le FC Lorient. Alors Chenavari Investment Manager à Londres, à peu près 5,5 milliards d'euros sous gestion. Et puis côté football, eh bien, vous l'avez racheté à peu près au même moment, en 2009, le FC Lorient. Il a connu des fortunes diverses, des hauts et des bas. Des hauts quand vous avez été le champion de la Ligue 2 en 2020, vous êtes remonté en Ligue 1. Vous êtes maintenant un peu dans les profondeurs du classement. On y reviendra au cours de cet entretien. Un entretien qui est un entretien multicanal, puisqu'il sera repris dans les colonnes de Challenge, mais également sur les sites internet de BFM Business et de Challenge, et puis également à l'antenne de BFM Business ce week-end. Alors, Loïc Ferry, on va vous rappeler les règles du jeu. 4 parties. Il y a une première partie, c'est les questions d'actualité. On sera plutôt sur la partie financier. Chenavari. D'abord, Chenavari, ça vient d'où, Chenavari? C'est quand même un nom étrange pour un fonds, un hedge fund, non? Alors, Chenavari n'est pas un hedge fund, on pourra y revenir, mais Chenavari, c'est un lieu-dit en Ardèche, à Rochemaure exactement, en face de Montélimar. C'est où j'ai grandi et passé une grande partie de ma jeunesse. Et en anglais, à la City, ils arrivent à dire Chenavari? Oui, les gens s'habituent. Ils s'habituent à le dire. Donc une partie actualité où on sera plutôt sur la partie finance, et puis une partie business qui sera plutôt autour du football, parce qu'il se passe énormément de choses. Il y aura un micro-trottoir qui a été réalisé sur le campus d'HEC. Alors à mon avis, si on leur dit Chenavari, ils ne vont pas forcément connaître. Si on parle FC Lorient, je pense qu'ils vont plus connaître. Et puis, il y aura bien sûr la brief de Bain qui viendra expliquer un peu quels sont les enjeux stratégiques pour vous. Et puis, les questions des alumni, ça, c'est évident, c'est un rituel. Beaucoup de questions, vous le verrez, autour du football. Mais tout de suite, bien sûr, les questions d'actu. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Loïc Ferry, je le disais, vous êtes basé à Londres, vous avez créé votre fonds à Londres. Une question d'abord un peu simpliste. Il y a le Brexit. Il y a beaucoup de financiers, de banques, de fonds qui ont quitté Londres, la City, pour venir notamment à Paris, mais pas que, à Francfort ou ailleurs. Vous êtes resté à Londres. Pourquoi ? Le siège de Chenavari est à Londres. Par contre, nous sommes présents en Europe, à Luxembourg, et on a été brièvement à Paris entre 2008 et 2012. Et nous revenons à Paris par l'ouverture d'un bureau cette année. Tout simplement, comme je l'expliquais précédemment, les fonctions notamment de contact avec les investisseurs ne sont plus possibles en Europe si ce n'est pas fait par des gens employés sur le sol européen. Donc pour nous, tout ce qui est couverture institutionnelle sur ce marché européen sera fait depuis Paris. Alors, Loïc Ferry, l'actualité depuis un mois, c'est la crise ukrainienne et qui impacte l'ensemble du paysage mondial et de la finance en particulier. Comment un fonds comme Chenavari est impacté par cette crise ? Avant tout, en tant qu'être humain, on est très profondément choqué et marqué par ce qui se passe. Et je pense que personne n'était quelque part programmé pour vivre ce qui se passe là. On a 18 nationalités chez Chenavari, et notamment des Ukrainiens et des Russes. Donc c'est des sujets qu'on vit en fait en interne au plus profond de l'entreprise. Typiquement, nous, en termes d'activité, on n'avait ni investisseurs russes, direct ou indirect, et on n'avait aucun investissement en Russie. Par contre, pour moi, c'est absolument normal que, de la même manière que les gouvernements prennent des sanctions, je pense que d'une manière générale, le métier de l'asset management, les fonds ont aujourd'hui une responsabilité de ne absolument pas être impliqués et de sortir de toutes les expositions qu'ils peuvent avoir en Russie. Je pense que c'est une question de morale et ça va tout au-delà de tout calcul. Je pense que c'est absolument nécessaire.
Londres est souvent appelé Russian Land. Ça veut dire que vous n'avez aucun Russe habitant à Londres, il y en a beaucoup, investi dans votre fonds. Non, d'ailleurs, donc évidemment, c'est un inventaire qu'on a fait, mais c'est aussi les partenaires, les banques qui travaillent avec nous, nous demandent une totale transparence par rapport à ça, et c'était effectivement pas le cas. La bourse avait connu des plus hauts, et puis évidemment, avec la guerre, il y a eu une correction extrêmement sévère, mais depuis quelques jours, on voit bien que la bourse est revenue à des niveaux comme avant le 24 février. Est-ce que pour vous, ça veut dire que vous, financier, pardon, mais la guerre elle est derrière vous en termes de performance boursière? Non, alors encore une fois, Chenavary on n'investit pas en bourse, mais d'une manière générale, les actifs financiers, que ce soit bourse et change, il y a des valorisations. Il y a eu une baisse des valorisations, c'est revenu un peu, pas complètement, et évidemment, dans ces périodes de volatilité, pour les gérants d'actifs, il y a toujours deux problématiques. La première, c'est que quand tout baisse, que vos fonds ne se trouvent pas emportés par cette crise-là. Vous avez une responsabilité de protection du capital, et je pense que c'est avant tout ce pourquoi on est là. Mais c'est aussi la possibilité de justement saisir des opportunités quand justement les actifs sont moins chers. Et juste quel type d'actifs justement Alors nous on est sur tout ce qui est obligataire, donc tout ce qui est dette, et tout ce qui est prêt, donc financement de l'économie, financement aux entreprises, financement aux particuliers, donc tout ce qui est crédit à la consommation, et tout ce qui est financement sur des actifs réels, type financement de bateaux, de wagons de train, avions, immobilier, voilà. Alors justement, si vous êtes sur dette et obligations, il y a quelque chose que vous regardez avec beaucoup d'intérêt, c'est l'inflation. Et là, pour le coup, c'est pas un sujet qui est derrière nous, mais qui est plutôt devant nous. Qu'est-ce que vous, comme gérant de fonds, comme responsable de votre fonds, vous anticipez, et en quoi ça change la conduite du fonds encore? Voilà, il y avait évidemment une anticipation avant même la guerre, et avant même l'impact que ça a eu sur toutes les problématiques d'approvisionnement. Il y a eu le Covid qui a impacté énormément la chaîne mondiale d'approvisionnement, ce qui s'appelle la supply chain en anglais, qui a eu un effet inflationniste. Donc ça, c'est le premier effet. Il y a eu un deuxième effet qui est effectivement l'injection forte de liquidités qu'on a vu ces 10 dernières années par les banques centrales et tous les mécanismes de financement a fait qu'il y a eu aussi, je dirais, une tendance inflationniste. Donc ça, il y avait une attente sur la partie inflation. La guerre et toutes encore une fois, pour prendre un anglicisme, les disruptions, donc les bouleversements que ça engendre sur notamment tout ce qui est importation, notamment autour des matières premières, tout ça fait que l'inflation aujourd'hui, on parle plus de 1, 2, 3%, mais on parle plutôt de 5, 7, voire 9% selon les classes d'actifs. Donc ça a un impact très fort, et évidemment, quelqu'un qui n'investissait pas, quelqu'un qui par exemple a un pécule, a des économies et qui ne les investissait pas, quand l'inflation est de 1%, finalement vous avez un petit manque à gagner, mais vous ne perdez pas. Aujourd'hui, si l'inflation est à 6 à 7%, je dirais qu'il y a un vrai besoin pour les gens qui ont des actifs à investir. Et quand je peux parler de particuliers, mais on peut aussi parler des fonds de retraite. Il y a beaucoup dans les systèmes, notamment les fonds de retraite sont des gros investisseurs, les fonds de pension, les fonds souverains. Ces gens-là, aujourd'hui, ont encore plus la nécessité d'investir pour justement être en mesure, à terme, de payer les retraites y compris des particuliers. Y compris des particuliers. Donc, en fait, d'une manière générale, ce que ça fait, c'est que pour le milieu de l'asset management, c'est effectivement cet environnement inflationniste fait que, quelque part, il doit y avoir plus d'argent investi qu'avant. Après, il faut bien l'investir, et évidemment l'investir dans des stratégies qui vont être plutôt gagnantes par rapport à l'inflation. Mais tout ça, en tout cas, c'est ce que ça change. Il y a un impact qui, à mon avis, est assez positif sur le marché de la gestion. Alors, on l'a compris, vous n'aimez pas trop les investissements qui sont trop risqués. Si vous êtes sur des dettes, des obligations, des financements. Mais est-ce que quelle était votre performance en 2021? Parce que là, c'est un peu l'heure des bilans. Est-ce que votre performance a été très bonne en 2021? En 2021, nos fonds
en fonction de leurs objectifs d'investissement. Vous avez des fonds qui ont des objectifs d'investissement de très faible volatilité et de faible rendement, de l'ordre de 4, 5, 6%. Ouais. Et vous et donc on a certains fonds qui ont ces objectifs de rentabilité, et on a des fonds qui ont des objectifs de rentabilité plus élevés, de l'ordre de 10, 12%. Et en fait, la quasi-totalité de nos fonds ont rempli leurs objectifs d'investissement en 2021. Alors globalement, dans l'industrie financière, l'année 2021 a été effectivement excellente, puisqu'on a appris qu'à New York, à Wall Street, il n'y a eu jamais des bonus aussi élevés depuis 30 ans. Est-ce que c'est normal? Et est-ce que quand on voit que sur l'ensemble de l'industrie, il y a une moyenne de bonus de 250 000 $ par agent, tout compris, hein, est-ce que c'est soutenable? Bon, la question de l'alignement en fait entre les gérants et les investisseurs est très importante, et en fait il y a eu énormément de mesures ces 10-15 dernières années qui ont été mises en place à la fois par les régulateurs mais aussi par les acteurs de la filière d'asset management pour faire en sorte que si rémunération élevée il y a, cette rémunération est complètement alignée avec les investisseurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se retrouver dans une situation où vous avez des gens qui touchent de très gros bonus, mais au final les investisseurs sont perdants. Donc il y a un alignement. Donc voilà. Après évidemment c'est des métiers qui sont particulièrement qui sont plutôt rémunérateurs si ça se passe bien, qui peuvent être où la sécurité de l'emploi est peut-être un peu moindre que dans d'autres secteurs. Et donc voilà. Mais après la question de la responsabilité et du rapport à la rémunération, je pense que d'une manière générale, je pense que les investisseurs préfèrent que les gens à qui ils confient leur patrimoine soient plutôt bien rémunérés si ça marche bien et soient pénalisés si ça ne marche pas. Non, mais il y avait une question. Oui, mais la question de Vincent, elle dépassait presque un peu le côté strictement univers de la finance. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de pouvoir d'achat, de la difficulté. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu presque obscène de gagner autant d'argent aujourd'hui? Je pense que pas pour vous en particulier. Si on stigmatise un métier particulièrement, je pense que dans tous les secteurs, il va y avoir. Dans le foot aussi, on y arrive au foot. On va parler du sport d'une manière générale. Vous pouvez parler des artistes, vous pouvez parler de. Il y a des très grands talents. Les professeurs à HEC sont aussi les plus grands professeurs. Je dirais, il y a un marché mondial des plus grands professeurs. Donc, en fait, on est dans un métier, la gestion d'actifs, qui est très profondément lié aux hommes. En fait, c'est pas de la matière. La matière première, c'est en fait les idées, le cerveau et le réseau de tous ces gens. Donc, par définition, c'est effectivement des profils assez rares. Dernière question, mais qui fera le lien avec les questions business qui seront plus centrées sur le football, c'est que vous êtes aussi vice-président de la Ligue de football, du conseil d'administration de la Ligue de football. Vous avez, on dit, participé à cette négociation de la création de cette structure commerciale qui va permettre notamment pour la Ligue de football de vendre des droits et des droits télévisés. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les montants dont on parle sont exacts? Écoutez, comme dans un secteur d'activité, il se trouve que le foot français est le numéro 1 mondial. Champion du monde, favori de la nouvelle Coupe du Monde. Et par contre, la Ligue professionnelle de football, on ne peut pas dire qu'ils sont numéro 1 même en Europe. D'accord ? Donc il y a une sorte de déficit de positionnement. Et donc il y a eu toute une analyse qui a été faite ces dernières années et qui a conduit le président de la Ligue professionnelle de football de proposer ce projet de modernisation et de rattrapage en fait, de la compétitivité du football professionnel français. Avec l'entrée du fonds CVC. Ah, voilà. Et donc le fonds que vous mentionnez a été sélectionné à l'issue d'un process qui a impliqué ce qui est le point le plus, on va dire, rassurant, c'est que, évidemment, le football français a été en concurrence avec l'Espagne, avec l'Italie, avec l'Allemagne. Et là où ils n'ont pas réussi à le faire, on a réussi à le faire en France. Donc premièrement, donc déjà ça veut dire que du point de vue des investisseurs, il y a évidemment un intérêt perçu et la croyance dans le fait que le football français peut rattraper et se positionner comme un des plus grands. Et puis il y a tout simplement eu la vente d'une participation dans la société commerciale qui regroupe tous les droits de la Ligue. Et pour résumer ça, combien vaut le foot français champion du monde ? Alors, c'est la valorisation. Ils ont investi 1,5 milliard d'euros pour un petit peu plus de 13% du capital de la société commerciale. Et donc, si on fait le calcul total, ça fait un peu plus de 13 milliards. C'est la fin des questions d'actualité. Tout de suite, le brief de Bain. Ensuite, les questions business. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
Alors bienvenue de nouveau à l'entretien de Loïc Ferry avec effectivement nos amis de Bain. Et pour lancer la partie business, j'ai le plaisir d'introduire Jean-Marc Leroux, associé et directeur de Bain et compagnie. Alors Jean-Marc, vous allez nous faire un pitch business ou un pitch foot? Un pitch business, de toute façon. Bon, bah alors allez-y. Merci. Donc bonjour Vincent, bonjour Edwige et bonjour Loïc Ferry. Bonjour Jean-Marc. Après une première carrière couronné de succès dans la finance de marché, vous décidez de quitter la banque assez tôt, en fait, en 2008, pour fonder Chenavari, dont Edwige et Vincent ont déjà parlé. C'est un gérant qui a connu un énorme succès, avec environ 300 clients institutionnels qui mélangent des fonds souverains, des fonds de pension, des grands family office assez prestigieux. Vous gérez pour eux 5 milliards, avec une centaine d'employés, de collaborateurs, devrais-je dire, d'une vingtaine de nationalités en Europe. Et vous avez une performance remarquable et saluée par de nombreux prix, je crois une quarantaine de prix de la finance depuis environ 15 ans. Et donc en fait, l'idée de ce pitch, c'est effectivement d'essayer de décomplexifier, de démystifier les marchés dans lesquels vous travaillez. Donc vous travaillez sur des instruments de dette, cotés et non cotés. Le marché de la dette en général, c'est la plus grosse classe active du monde. C'est 100 trilliards de dollars, donc 100 000 milliards de dollars aujourd'hui. Et si on regarde la partie un peu alternative, donc la partie qui est financée par les institutions non bancaires, dont vous faites partie, on a des croissances d'environ 10% par an. La dette privée a triplé en moins de 10 ans sur ces marchés. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, les banques, on en parlait l'autre jour, ont commencé à sortir de ce marché. Il y a une transformation structurelle qui est poussée par la réglementation, BAL 3 en Europe, Dodd-Frank aux États-Unis, etc., qui fait que progressivement, le financement de l'économie réelle va de plus en plus être fait par des gestionnaires alternatifs dont vous faites partie, mais il y a aussi des hedge funds, il y a aussi des fonds de private equity, etc. Donc un très beau marché, énorme, forte croissance, dans lequel vous êtes taillé une place assez différenciée. Quand on regarde Chenavari, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a deux grands actes de différenciation. Le premier, c'est la responsabilité. On parlait tout à l'heure, vous parliez Edwige, de l'ESG. Vous avez parlé de ESG avant tout le monde. Ce n'était pas encore à la mode cette époque-là. La notion de responsabilité est importante chez vous. Ça fait partie de vos valeurs. Par exemple, vous avez décidé, au sein du crédit à la consommation, de ne pas adresser le marché des ménages en situation de précarité financière. Et ces valeurs, vous les portez depuis une quinzaine d'années. La deuxième spécificité de Chenavari, à notre avis, c'est que vous avez une approche très stratégique et très ciblée des risques. C'est-à-dire que vous avez voulu créer de la valeur financière, de l'alpha, comme on dit en finance, tout en préservant au maximum le capital de vos clients. Et c'est pour ça qu'ils vous en sont reconnaissants et qu'ils sont très fidèles. Mais dis donc. Pour faire ça, vous avez une approche qui est différente de vos concurrents principaux. Vous n'allez pas chercher une course à la taille, forcément. Au contraire, vous allez plutôt réfléchir aux opportunités de façon stratégique, en faisant beaucoup de travail en amont très minutieux. Je vais citer deux exemples si j'ai le temps. Le premier, c'est l'Irlande. On a parlé l'autre jour, effectivement, vous êtes le premier à avoir identifié un déséquilibre entre l'offre et la demande en Irlande sur le financement immobilier. Pourquoi? Un afflux important de personnel qui venait travailler en Irlande. Jean-Marc, je vous coupe le deuxième exemple parce qu'il faut que vous posiez votre question maintenant. D'accord. Déséquilibre offre-demande, les banques irlandaises incapables de financer ces besoins, et vous arrivez dans ce marché-là, après l'avoir minutieusement étudié, et vous êtes aujourd'hui le premier opérateur en Irlande sur ce marché. Donc maintenant... Votre question, il reste 10 secondes, donc il faut quand même qu'il réponde. Le principal défi pour nous de chez Chenavari, c'est comment vous allez être capable d'adresser l'énorme volatilité des marchés aujourd'hui, les volatilités économiques, les volatilités financières, et les volatilités militaires et sociétales. C'est un enjeu, et effectivement, que ça soit sur le thème de l'inflation qu'on a couvert un petit peu plus tôt, ou que ça soit sur effectivement cette volatilité qui est exacerbée sur les marchés liquides par les automates, en fait, notamment sur les marchés des changes ou les marchés des actions. Toute cette automatisation et ce trading haute fréquence dont nous ne faisons pas partie a quand même un impact sur les marchés, même les marchés de dette. Et donc on doit prendre en compte ces facteurs-là pour justement avoir des stratégies, entre guillemets, qui sont capables de protéger le capital tout en permettant aux investisseurs de tirer, entre guillemets, bénéfices et profits des opportunités qui se présentent. Donc pour nous, le défi, il est triple. La première, c'est de uniquement intervenir sur les marchés où nous sommes experts. On a choisi l'Europe
uniquement l'Europe. On aurait pu décider d'être global sur le crédit. On a choisi l'Europe et un seul marché, tout le continuum du crédit liquide aux financements les plus illiquides. Donc, premièrement, être expert de ce qu'on fait. Deuxièmement, avoir une équipe, on parlait de spécialistes qui restent très longtemps avec vous, qui ont beaucoup d'expérience et donc qui restent fidèles à l'entreprise. Et troisièmement, dernier point, la partie quand même technologique, c'est-à-dire qu'il faut être tout à fait capable, quand vous avez les bonnes opportunités, d'être capable qu'il n'y ait pas de risque opérationnel derrière, que vous soyez capable de servir vos clients et d'avoir un reporting de qualité. Je pense que c'est les 3 principaux enjeux dans cet environnement très volatile aujourd'hui. Merci Jean-Marc Leroux, donc de Bain et compagnie. Dans un instant, tiens, on va vous demander d'enlever votre costume cravate, vous allez enfiler un maillot, on va parler de football et bien sûr on va parler du FC Lorient. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Ça y est, il a changé sa chemise, il a mis un maillot presque, enfin du moins mentalement. Loïc Ferry, on va parler dans cette séquence business, on va parler un peu plus de foot. Le FC Lorient que vous avez racheté donc en 2009 est aujourd'hui, on peut quand même le dire, dans le bas du classement de la Ligue 1. Vous étiez pourtant champion 2020 en Ligue 2. Est-ce que c'est trop difficile, la marche est trop haute? Et est-ce que quelque part c'est une question de budget? Est-ce qu'il faut peut-être de mettre un budget un peu plus grand pour le FC Lorient? Alors, il y a beaucoup de questions dans ce que vous dites, mais déjà, premièrement, donc effectivement, ça fait 13 ans que je suis impliqué dans le football professionnel à Lorient. Et j'ai vécu 10 saisons en Ligue 1 et 3 en Ligue 2. Oui. Donc on est plutôt un club pour l'instant de l'élite qu'un club. Maintenant, le sort d'une quinzaine de clubs en Ligue 1, c'est d'être des clubs qui, une fois tous les 10 ans ou les 5 ans, sont amenés à potentiellement jouer en Ligue 2. Et il faut pouvoir survivre quand vous descendez en Ligue 2. Donc la première chose, c'est de garantir une pérennité au club. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que c'est une question de budget? On voit bien qu'il y a quand même une corrélation très forte entre les budgets et les classements. Donc vous pouvez décider d'augmenter le budget, mais augmenter le budget, ça veut dire potentiellement avoir un gros trou à la fin de l'année. Donc moi, c'est pas ma vision d'une entreprise pérenne à long terme. Ma vision, c'est d'avoir quelque chose d'assez équilibré. Et si on met le Covid de côté, le FC Lorient a plutôt été un bon élève ces 15 dernières années, avec un club qui a plutôt été à l'équilibre quasiment tous les ans. Et ça, c'est ma vision du football. C'est qu'on essaye, professionnel, c'est qu'on essaye de développer, d'investir sur des infrastructures, sur des process pour que le club se maintienne et la possibilité de jouer dans l'élite. Ça, c'est effectivement l'approche entrepreneur qui n'aime pas perdre de l'argent, même pour sa propre passion. Je crois que vous avez perdu effectivement simplement de l'argent pendant les années Covid. Est-ce qu'une des raisons qui explique la bonne santé des finances du FC Lorient, c'est un modèle que les spécialistes du foot évoquent, que vous savez former des joueurs et que vous les vendez? Est-ce que c'est ça qui explique une bonne part de cet équilibre que vous vantez depuis que vous êtes à la tête du FC Lorient? C'est la spécificité, j'ai envie de dire, de beaucoup de clubs en France. L'Olympique Lyonnais, non, voilà, il y a eu énormément de très grands de clubs en France qui ont appuyé leur modèle sur justement la spécificité française, la qualité de la formation et des centres de formation. Pour sortir les meilleurs à la sortie, il y a plus de chances si vous prenez les meilleurs à l'entrée. Pour avoir les meilleurs à l'entrée, il faut être capable de convaincre des parents, de jeunes joueurs de 12, 13, 14 ans, de venir chez vous. Et pour ça, il y a les infrastructures, l'absence de déracinement par rapport à la famille, et ainsi de suite. La Bretagne est une terre de football. Et donc, ça a été notre projet. Ça a été de construire un des plus beaux et des plus modernes centres de formation, en tout cas sur les dernières années. Et on a mis ça en place avec un cap. Et aujourd'hui, l'année dernière, on avait 4 sur les 18 espoirs, franches espoirs qui ont été formés au FC Lorient. Donc le FC Lorient aujourd'hui s'impose comme un club formateur qui compte. Alors, pas encore au niveau de l'OL notamment, mais je pense que ça fait partie du modèle, oui, pour répondre à votre question. Mais est-ce que le modèle n'est pas en train de changer, notamment, par exemple, est-ce que il y a deux phénomènes, la crise de la Covid, vous allez nous dire comment est-ce que le football a traversé cette période. En plus, je sais que vous avez négocié les prêts pour permettre au football français de traverser cette période, avec des stades vides, par exemple. Mais est-ce que aussi, aujourd'hui, avec l'arrivée de grands investisseurs internationaux, est-ce que ce système que vous décrivez, qui fait votre force, est-ce qu'il est encore viable aujourd'hui ? Moi, je pense que pour faire une ligue forte, il faut des clubs qui sont des icônes mondiales, des franchises mondiales. Ce que fait notamment le PSG ces 10 dernières années, c'est effectivement de positionner Paris comme une des
plus grandes franchises de sport dans le monde. Et il faut des clubs moyens. Il n'y a pas de petits clubs en Ligue 1. Il n'y a que des clubs moyens et des grands et des très grands clubs. Et voilà, il faut que les clubs moyens puissent être aussi modernes, investir. C'est pas juste des clubs qui viennent, prennent l'argent du football et puis redescendent. C'est des clubs qui s'installent et qui prennent des risques. Donc vous nous dites qu'on peut vivre à l'ombre du Paris Saint-Germain, de l'OL et de Marseille, mais est-ce que sur le plan du spectacle, il n'y a pas quand même une petite tristesse à voir des matchs avec des moyens, des équipes aussi déséquilibrées? Je ne sais pas, sur les 20 dernières années, je pense que le FC Lorient a dû gagner 5 fois au Paris Saint-Germain. C'est souvent... Non, mais parce que ça a changé. Les 2 derniers matchs contre le Paris Saint-Germain, on a gagné l'année dernière. Ils ont perdu à Nantes, on a gagné l'année dernière et on a fait match nul sur les matchs allés. Donc c'est toujours David contre Goliath. C'est David contre Goliath, mais c'est ce qui fait la beauté de ce sport. C'est ce qui fait qu'il y a des millions de Français qui partagent des émotions dans les stades et devant leur téléviseur. C'est qu'il y a toujours un peu d'incertitude. Alors évidemment, 8 fois sur 10, le Goliath va écraser David. Mais c'est ce qui fait que... Juste sur la crise de la Covid, est-ce que ça s'est effacé? Non, c'est pas complètement effacé parce qu'il y a eu des pertes très importantes. On a eu en plus la faillite d'un diffuseur qui a créé d'énormes trous dans les budgets des clubs, puisque les clubs étaient engagés, avaient fait un budget basé sur des droits qui étaient certains et qui ont soudainement disparu. Il y a eu des stades vides, comme vous le dites, il y a eu des partenaires qui ne pouvaient plus payer. Donc on a été... il faudra quelques années pour qu'effectivement les clubs se remettent de ce choc, comme d'ailleurs beaucoup de PME en France, pas dans le domaine du sport. La Covid a eu un impact sur le monde de l'entreprise et il faut féliciter tous les entrepreneurs qui ont tenu la barre, que ce soit des clubs de foot, mais aussi des PME en France, pour garder la foi dans leur club, dans leur entreprise. C'est quoi le chiffre d'affaires du FC Lorient? 55 millions. Il s'est passé un fait, là, il y a quelques jours, assez important quand même. Enfin, c'est une première, c'est un fait sans précédent. Il y a Mbappé qui a refusé d'aller poser pour la photo avec les sponsors, les sponsors de l'équipe de France, en disant je ne suis pas complètement, on parlait de ESG tout à l'heure, d'accord avec les sponsors de l'équipe de France. Et puis à chaque fois, on demandait à Mbappé d'être présent sur la photo. Donc lui, il dit, il a ses propres sponsors. Il a dit, moi, ça me pose un problème. Est-ce que vous comprenez, et surtout, est-ce qu'il faut clarifier, je veux dire, le rôle entre les clubs, les joueurs et puis l'équipe de France? Alors, ça relève de la fédération et notamment de Noël Le Graët qui gère de main de maître et parfaitement la fédération française. Mais est-ce que vous avez compris Mbappé? Est-ce que vous avez compris Mbappé? Après, que vous ayez... je pense que quand vous êtes Mbappé ou la star de votre club, vous avez le droit d'avoir des opinions, mais par contre, vous avez aussi des obligations envers votre, entre guillemets, employeur, et que ça soit la fédération française... Mais tu n'es pas d'accord avec les sponsors? Oui, mais, on ne va pas les citer, mais... Je veux dire, si le club a un partenariat avec des chefs d'entreprise... Il a commis une erreur. C'est sûr que je pense qu'il a été rappelé à l'ordre d'ailleurs, mais encore une fois, je ne sais pas à moi de commenter ce sujet-là. Moi, je peux vous dire que si ça arrivait dans notre club, un joueur qui ne respecterait pas ses obligations, quand il signe un contrat avec le FC Lorient, il accepte les contraintes qui vont en face, c'est-à-dire d'être disponible pour les partenaires du club. Le club a des valeurs, choisit particulièrement ses partenaires sur la base de critères sociétaux, environnementaux et de gouvernance. Si certains joueurs ne sont pas d'accord avec certains sponsors, ils peuvent nous en parler, mais ils doivent respecter les obligations envers leur employeur. Vous avez l'habitude, vous, de vivre avec des stars, que ce soit d'ailleurs dans le monde du foot ou dans le monde de la finance. Et curieusement, vous avez toujours été en faveur de ce qu'on appelle le salary cap, c'est-à-dire un plafonnement des salaires. Ça n'a pas l'air de se faire dans le foot. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi un salary cap dans le monde de la finance? Comment, effectivement, un entrepreneur comme vous pousse cette idée de plafonnement des salaires? Alors, clairement, il y a un salary cap dans la finance. Oui, parce que dans le football, je ne voyais pas très bien le salary cap pour Messi ou Neymar. Voilà. Après, encore une fois, il y a des critères d'alignement qui peuvent être autres que le salaire, notamment... recevoir des primes sur les alignements avec les investisseurs, ce genre de choses. Pour ce qui est du football, on a parlé pendant un moment de salary cap. Je pense qu'effectivement, pour les clubs, on va dire moyens et gros, pas les très gros, c'est vrai que ça aurait pu être intéressant et ça aurait évité certains déséquilibres. La seule chose, c'est que si vous mettez dans les pieds, dans la peau des clubs qui jouent les compétitions européennes et qui, eux, vont faire face
à d'autres clubs qui n'ont pas de salary cap, bah c'est juste pas possible. Il faut que soit ça soit quelque chose qui concerne toute l'industrie, soit c'est difficilement, c'est dur à mettre en pratique. Donc en fait, on est arrivé sur plutôt des mesures de pourcentage maximum de masse salariale par rapport aux revenus générés par les clubs. Loïc Ferry, on va marquer une pause, on va passer à la deuxième partie. Encore beaucoup de questions sur le foot, questions des alumni. Vous allez voir, eux aussi, ils en ont. On va aller sur le campus d'HEC, puis à la conclusion, on fera un peu un melting pot, toutes les questions qu'on n'a pas réussi à vous poser. Parfait. On vous les posera tout de suite, Loïc Ferry. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. BFM Business et Challenge présentent l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils. Retour sur le plateau de l'entretien avec Loïc Ferry. Et maintenant, nous avons une séquence toujours savoureuse qui nous emmène sur le campus d'HEC avec un micro-trottoir qui est fait avec les étudiants à Jouy-en-Josas. Est-ce que tu pourrais me donner la définition d'un hedge fund, par hasard? Un hedge fund, c'est un fonds de pension en français. Je dirais un fonds engagé beaucoup dans la spéculation. Alors je dirais que c'est un gérant de fonds qui va essayer de prendre des risques pour effectuer des bénéfices importants donc sur les marchés financiers. Est-ce que vous pensez que les gérants d'actifs aujourd'hui ils peuvent changer le monde financièrement, économiquement, environnementalement parlant? Je pense qu'ils peuvent vraiment avoir un important impact sur l'économie et sur l'environnement, mais il faut que la décision vienne d'eux et qu'ils y mettent les moyens. Enfin, je veux dire, si c'est juste pour faire bien et avoir le logo pour leur entreprise, c'est pas la peine. Je pense que la plupart des gestionnaires d'actifs sont surtout préoccupés par leurs résultats financiers. Ils veulent faire de l'argent, faire beaucoup d'argent pour leurs parties prenantes et pour leurs actionnaires. Si on prend l'exemple du changement climatique, pendant longtemps, il n'y avait pas vraiment de moyens rentables d'investir dans la transition écologique et d'en tirer des profits. Aujourd'hui, il est presque trop tard pour s'attaquer à un grand nombre de ces problèmes, qui vont s'aggraver s'il n'y a pas d'incitation ou de motivation pour le profit. Car au final, c'est ce qui lie les gestionnaires d'actifs. Mais je pense aussi qu'il y a un lien entre les gestionnaires, mais aussi les gens qui investissent. Si les gestionnaires d'actifs veulent faire des investissements responsables, ce n'est pas vraiment possible s'ils n'ont pas les gens qui veulent investir leur argent. Donc c'est une sorte de dualité des deux à mesure que le monde change dans cette direction. Que pensez-vous de la finance verte ? Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est un sujet flou qui n'est pas bien défini. Mais au fur et à mesure que nous nous développons, je pense que nous verrons la finance verte émerger comme l'un des principaux secteurs de la finance. L'urgence montre que ça ne doit pas être l'avenir, ça doit être le présent. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a tout un biais de la finance qui ne finance plus et qui est juste spéculative. Et je pense que c'est important d'avoir en tête que plus que l'avenir, c'est vraiment le présent. C'est vraiment des problématiques qui maintenant sont complètement indissociables en fait de ce qu'est la finance. Et les jeunes sont de plus en plus attirés par des boîtes qui intègrent toutes ces valeurs-là. On est vraiment une génération qui a vraiment à cœur de concilier en fait le côté finance, etc. parce qu'on est en école de commerce, mais en même temps toutes les dimensions de climat parce que c'est vraiment essentiel. Même si on ne va pas changer le monde à notre niveau, mais enfin, voilà, la finance verte, c'est quand même mieux que juste investir dans des super boîtes du CAC 40. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. Loïc Ferry est aussi président du FC Lorient, donc ça veut dire qu'il fait une double carrière. Est-ce que la finance et le foot, ça va ensemble ? Alors oui, après bien sûr certains diront que, et je partage en partie l'avis, que le foot peut être déconnecté de tous les aspects financiers parce que bien sûr il y a on a du mal à chiffrer la valeur d'un joueur de foot et même souvent certains estiment qu'elle est survalorisée énormément et puis ça dépasse tout ce que l'entendement permet d'imaginer. De toute manière, la finance, elle peut se marier à n'importe quel domaine, donc que ce soit le foot ou quelque autre sport, ça marche. Et après certaines années d'expérience, je pense que ça peut être vraiment super intéressant de allier son travail et une passion, donc que ce soit l'art, me concernant ou le foot. Est-ce que tu serais prêt à supporter le FC Lorient ? Non, moi je suis pas breton, je suis ch'ti. J'aime le football et tant que ton équipe bat le PSG, je t'aime beaucoup. Si vous étiez en plateau dans l'émission, aimeriez-vous lui poser une question ?
Bien sûr, je veux dire, voyez-vous les clubs de football comme des investissements ou les voyez-vous comme un aspect culturel de la société? J'ai une question concernant sa conception de la croissance verte. Est-ce que, selon vous, la croissance verte existe ou est-ce que plutôt la croissance n'est pas finalement quelque chose de dépassé et il faudrait voir au-delà de ça? Alors, une question foot, une question business. Avec plaisir. Alors, non, mais vous, qui vous ont été posées là. Sur l'aspect culturel, vous êtes Alors, d'accord l'aspect avec culturel, je suis entièrement d'accord. Oui. C'est-à-dire que moi, je suis un grand passionné de sport. C'est pour ça que, au final, mes parents ont été dans le sport. Mon père était dans un club amateur de Quand vous handball. vous présentez, vous dites quoi, Loïc Ferry? Vous tendez les deux mains, là, bonjour, ça dépend, mais je suis plus Chenavary que FC Lorient au quotidien. Après, évidemment, quand je suis en Bretagne, je suis beaucoup plus FC Lorient. Mais juste, c'est possible d'avoir une passion, le sport, sans que ça soit une danseuse. Et donc, pour moi, c'est très, très important. Mon implication dans le FC Lorient, c'est un projet entrepreneurial de long terme. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont 14 ans, ça va faire ma 14e saison. Donc on a vraiment un projet de développement et j'espère fêter les 100 ans du club en 2026. Et Chenavary vert, pas de greenwashing dans les Alors, j'ai trouvé ça... On y reviendra après. D'accord. Hein? Allez, parce que non, mais c'est important, cette question de croissance verte et de greenwashing ESG. Oui. On a un peu survolé. Ça sera en conclusion, comme ça sera une manière de terminer cet entretien, parce que tout de suite, il y a des alumni qui vous ont posé des questions. Ça s'appelle Face à HEC. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Donc il y a les alumni qui vous ont posé des questions. Là, il y a 5 questions. La première question, c'est Grégoire Dechy qui va vous poser une question, question de chance. Vous allez y répondre. On l'écoute. Grégoire Dechy, promotion HEC MBA 2001. Cher Loïc, je voulais te poser cette question. Tu as eu un énorme succès dans ton hedge fund à Chenavary. Je suis très admiratif et je souhaite te demander quelle est la partie chance que tu penses avoir dans le succès de ton fonds. Merci de nous donner plus de détails. Ça joue la chance? Je dis toujours qu'il faut du talent, une bonne équipe et un peu de temps en temps un peu de chance. Donc c'est évidemment tout ce qu'on fait au quotidien, c'est de minimiser l'impact que la part de chance ou de malchance aura sur le résultat de votre entreprise. Mais vous vous souvenez d'un moment où la chance a joué? Oui, vous pouvez toujours dire, vous savez, quand vous lancez un gérant d'actifs ou un asset manager, il faut bien des gens qui vous font confiance au début. Et donc, voilà, un de nos premiers investisseurs était quelqu'un qu'on ne connaissait pas et qui ne nous connaissait pas, on dit toujours. Et donc, c'est une rencontre, on nous a présenté un soir et cette rencontre a amené à en fait, un des partenariats qui dure toujours. Et est-ce que vous diriez par exemple que la chance, ça a été d'avoir été viré en 2007 pour une faute que vous n'aviez pas commis? Un de vos traders, effectivement, avait fait un petit Kerviel à sa manière et vous avez porté le chapeau. Ce qui vous a poussé à faire votre fonds? C'est un signe du destin. Après, c'est toujours plus facile pour une grande entreprise de faire porter effectivement le chapeau à une ou deux personnes plutôt que de reconnaître certains dysfonctionnements. Là, il se trouve que on nous a demandé d'être des bons soldats et de quitter l'entreprise et de rien dire. Et au final, effectivement, ça a été une opportunité. Et vous savez, dans la culture française, l'échec, où en fait on n'est pas préparé à se dire je vais un jour être viré ou je vais me planter. Et pour moi, l'échec, ce qu'on peut prendre de la culture anglo-saxonne, c'est que l'échec, c'est souvent un moyen de réussir. Et un moyen de réussir où il faut savoir accepter que vous serez meilleur si vous avez déjà rencontré certaines difficultés dans le passé. En l'occurrence, moi j'ai une obsession, c'est le risque opérationnel au sein de notre entreprise, parce que j'ai vu que même dans des très grandes organisations, le risque opérationnel peut conduire à des gros problèmes. Donc quand vous êtes une PME a fortiori, le risque opérationnel, c'est quelque chose que vous devez absolument maîtriser. Alors nous allons avoir la deuxième question de Youssef Dib. Bonjour, Youssef Dib, HEC Grande École 1983.
Je suis chairman et CEO de Swiss Financial House, une société de gestion indépendante exerçant à Genève avec une licence FINMA, le régulateur bancaire suisse. Loïc, vous avez une longue expérience des marchés financiers, haussiers comme baissiers, et j'aimerais vous demander d'où pourrait survenir, selon vous, le prochain signe noir sur les marchés financiers, à savoir un événement négatif majeur que l'on n'aurait ni vu venir ni anticipé, à l'instar de la guerre actuelle en Ukraine. Merci. Alors le fameux signe noir, en fait par définition le signe noir il est censé pas se répéter très souvent. Et là ce qu'on se disait il n'y a pas très longtemps dans un comité de gestion, c'est que quand vous avez le Covid et derrière une guerre qui est absolument pas prévue, ça fait beaucoup de signes noirs. Et donc d'où peut être le prochain. Je pense que le rôle du populisme dans les vies politiques, à mon avis, déclenchera certaines situations qui peuvent être très déstabilisantes pour l'économie. Donc il faut suivre de très très près tous les populistes et en temps d'élection, je pense que c'est important en France de bien s'en rappeler. Oui, la politique donc est importante, hein, c'est intéressant. Troisième question, une question qui est posée par Nolan Frédéric Darmon. Donc bonjour, je suis Nolan Frédéric Darmon, je suis fondateur de Nexar Capital. Aujourd'hui, j'allie à réinvestissement à destination des professionnels de la gestion de patrimoine et du monde financier. Grâce à l'art, je fais gagner de l'argent aux investisseurs. Donc Loïc, enchanté, voilà, je voulais savoir comment on arrive à gérer un club de foot, le Moustoir, en Bretagne, et des investissements en crédit, en immobilier, et sur des projets hautement stratégiques, quand des investisseurs demandent de plus en plus de taux de retour sur investissement. Voilà. Et gérer une équipe qui parfois marche, qui parfois ne marche pas. Merci. Voilà, vous avez déjà partiellement répondu, mais... Ouais, je vais répondre très simplement. À Lorient, je suis président du conseil d'administration. Il y a un directeur général qui pilote les 135 salariés. Chez Chenavari, je suis président directeur général et je suis au quotidien dans l'entreprise. Et voilà, donc c'est la différence entre être propriétaire et président d'un conseil d'administration, d'un conseil de gouvernance et être exécutif dans une entreprise. Est-ce que vous faites un lien ? Est-ce que je veux dire, non, il y a zéro lien, il n'y a aucun non, mais lien même entre... dans votre tête. Non, pour moi, le seul lien, vous en avez brièvement parlé, c'est que voilà, c'est des métiers très exposés où vous pouvez être victime de succès ou d'échecs assez rapidement. Et donc, voilà, et la performance est très dépendante des hommes et de la performance collective, comment ces hommes interagissent ensemble. C'est le seul point commun qu'il y a entre les deux entreprises. Ouais. Alors, on a une quatrième question double de Guillaume Boursier. Bonjour Loïc, je suis Guillaume Boursier, promo HEC 2000. J'ai également été président du club foot HEC, maillot que tu reconnais peut-être de 1997 à 1998. Mais avant d'être tout ça, j'avais d'autres rêves. Et voici, non pas un maillot du FC Lorient, mais un maillot du Stade Lavallois où j'ai été joueur au centre de formation de 1991 à 1994 avec le rêve de devenir footballeur professionnel. Alors Loïc, j'ai deux questions pour toi. Tu as investi dans le FC Lorient, mais de mémoire, il ne me semblait pas que tu avais eu une trajectoire footballistique à HEC exceptionnelle et que le foot n'était pas dans tes sports favoris. Alors pourquoi le foot et pas le volley, le basket ou le cricket comme tu habitais à Londres? Alors une deuxième question, très facile pour toi. Le foot, le business du foot est structurellement déficitaire. Presque tout le monde le sait maintenant. Il y a des exceptions. Certains de nos camarades d'école comme Christophe Chenu ont très bien réussi. Mais c'est relativement rare. Alors comment on fait aujourd'hui dans un club de foot pour mettre en place un modèle économique qui permette au club d'être rentable et d'être pérenne financièrement? Alors la passion et l'équilibre. Ouais. Bon, alors sur la passion, moi je suis féru de sport. Mon sport de base, j'ai joué au tennis. Donc HEC. J'ai joué au TCH, au Tennis Club HEC. J'ai même été, j'étais président ou trésorier du TCH. Donc j'ai pas joué au foot à HEC. Par contre, j'avais eu cette petite frustration que le tennis m'avait jamais laissé jouer. Les tournois de tennis et ainsi de suite qui sont le week-end m'avaient jamais laissé jouer au football dans un club
club. Et donc quand j'ai été à Hong Kong, j'ai eu l'occasion de travailler à Hong Kong et j'étais 4 ans et demi à Hong Kong. J'ai joué et j'ai joué dans la ligue de Hong Kong avec le French Kiss Football Club. Et donc pourquoi le foot? Et pourquoi le foot? Parce que c'était c'est le sport dans lequel vous pouvez allier, à l'époque le rugby était encore moins développé, mais c'est le sport dans lequel vous pouvez allier une trajectoire entrepreneuriale où il y a une économie autour d'un club. Et voilà. Après sur le maillot, il mettait en avant le maillot de Laval, donc c'est la particularité d'avoir la couleur tango comme le FC Lorient, donc il y a ce petit et sinon sur l'équilibre, je pense que j'ai répondu. L'idée c'est effectivement de ne pas être que ce soit pas une lubie, une danseuse. C'est pas, moi je suis pas dans le football pour il y a beaucoup d'hommes d'affaires, notamment dans le football, c'est ça qui est intéressant aussi de voir Joseph. Oui, mais il y a une professionnalisation en fait de la gestion des clubs de football. Il faut savoir que, mais d'ailleurs, même d'une manière générale, le sport professionnel, il y a 10 ans, c'était les collectivités locales, c'était implicitement l'État et ainsi de suite, où il y a 15 ans. Et puis progressivement, vous avez des entrepreneurs qui rentrent et qui ont pris le relais. Et aujourd'hui, il y a du développement parce que c'est. Et vous gagnez de l'argent. Le club était à l'équilibre ou légèrement positif sur toutes les années, à part les années Covid. D'accord. Dernière question, elle est posée par Bruno Jacot. Bonjour Loïc, Bruno Jacot, promo 78. Je dirige un fonds d'investissement spécialisé dans les entreprises non cotées en France. Alors, je me suis toujours intéressé au foot, je sais que tu fais de l'investissement, je sais que tu fais beaucoup de foot. Les règles d'investissement dans le foot et les règles de fonctionnement du foot, c'est quelque chose d'assez complexe pour un peu tout le monde, bien que ce soit très populaire et très connu. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment est-ce qu'on peut aujourd'hui investir dans le foot sans être totalement perdu? Voilà, c'était ça ma question. Porte-toi bien. Sans être un mécène. Non, mais toujours les questions sont toujours un peu sur les mêmes sujets. Vous voyez bien. Si c'est pour investir dans le foot, pour se dire je vais revendre le club avec un multiple dans 10 ans, je pense que je pense pas que ce soit l'approche. Je pense qu'il faut avoir envie d'être dans le secteur et je pense que vous pouvez avoir une démarche d'équilibre. Est-ce qu'au final vous allez gagner de l'argent ou pas? Moi, je pense que il y a plein d'actions citoyennes aussi autour de ces entreprises du sport. Je pense que il y a des liens très forts avec l'écosystème régional, donc les liens avec les chefs d'entreprise et voilà, je pense que c'est au-delà d'une problématique d'investissement. Mais justement, quand en 2009 vous avez eu envie, ou on est venu vous chercher pour le FC Lorient, il fallait le payer pour l'acheter, ou il était dans une mauvaise posture et donc simplement... Non, il y a eu un investissement. J'ai fait un investissement. De combien à l'époque, le club était un peu en difficulté financière, donc et puis surtout il y avait quelqu'un qui avait fait un très bon boulot pendant 7 ans, mais qui était un peu fatigué, je dirais, de la gestion du poids du club et qui avait mandaté quelqu'un pour vendre l'entreprise. Donc ça a été une vente d'actions, mais aussi une augmentation de capital pour faire en sorte que le club puisse se développer. Vous avez investi combien à ce moment-là? J'ai investi en plusieurs fois, plusieurs millions d'euros, et au final, à un moment, l'exposition à un moment était un peu plus supérieure à 20 millions d'euros. D'accord. Et vous ne l'avez pas fait avec votre mentalité, votre autre côté du cerveau, qui est de dire j'investis ça avec une volonté de retour sur investissement? Alors, il y a une différence entre essayer de ne pas perdre et essayer de vouloir faire des retours sur investissement. Je pense que là, moi, j'ai surtout une volonté de développer le club sans perdre trop d'argent. On en a perdu, on a perdu de l'argent pendant les années Covid, ça a été très difficile, mais c'est vraiment voilà, donc on a créé un centre de formation de zéro, on a investi en plus de 15 millions d'euros, on a acheté des infrastructures, on a investi pour avoir des joueurs de qualité et rester dans l'élite. On arrive au terme de cet entretien. Loïc Ferry, il nous reste encore une poignée de minutes, voire de secondes, pour la conclusion. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Oui, alors donc on a vu la réussite
parallèles dans le monde du foot et dans le monde de la finance. Dans le monde du foot, on n'a pas encore gagné beaucoup d'argent. En tout cas, c'est pas pour ça que vous l'avez fait. Dans le monde de la finance, c'est quelque chose qui est corrélé avec ce monde-là et le fait de créer un fonds d'investissement, à tel point que vous avez intégré le classement des 500 fortunes de Challenge en 2020. On avait estimé à ce moment-là votre fortune à 250 millions. Et puis, en 2021, vous n'étiez pas dans le classement parce que l'évaluation a été moins élevée. Comment vous vous situez par rapport à l'argent? Est-ce que, effectivement, pour vous, c'est juste un classement virtuel ou c'est important pour vous de savoir combien vous pesez? Le rapport à l'argent, c'est... Enfin, je pense que... Au final, créer un patrimoine, ça permet d'investir et de développer dans d'autres activités. Je pense que les gens qui me connaissent savent très bien que j'ai un rythme de vie qui est tout à fait normal et qui n'a pas vraiment changé ces 15 dernières années. Après, j'ai effectivement des activités qui se sont plutôt bien passées et qui me permettent aujourd'hui de participer à soit accompagner d'autres entrepreneurs, soit évidemment investir très massivement dans les différents fonds que nous gérons, puisque c'est mon métier et c'est ce en quoi je crois. Et puis avoir des actions, on va dire, plus citoyennes de développement. Je crois beaucoup à l'éducation. Moi, qui grandissais en Ardèche, justement, fils de prof, j'ai toujours cru au fait que c'était possible et qu'on pouvait... donc moi, ce que j'incite beaucoup de jeunes entrepreneurs à croire que c'est possible et si je peux les aider dans leurs projets, j'aime bien le faire. Mais je m'excuse. Pour vous, être dans le classement de Challenge, c'est plutôt une fierté ou plutôt un souci? Non, c'est pas un souci. Je pense que ça serait un problème que ça soit un souci. On va pas exagérer non plus à dire que c'est une fierté. Je pense que l'évolution de son patrimoine vient évidemment des décisions qu'on prend, les entreprises dans lesquelles on s'investit. Et moi, mon entreprise dans laquelle je m'investis le plus au quotidien, c'est Chenavari. Et effectivement, ça a été une grande source de développement de patrimoine. Maintenant, aujourd'hui, je suis actionnaire et la valeur d'une entreprise où on est actionnaire, tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas matérialisé cette fortune. Loïc Ferry, moi je voudrais qu'on parle un peu des critères ESG, on va mentionner un peu tout à l'heure. Il y a eu la question sur le greenwashing. Est-ce que la finance peut vraiment changer le monde? On voit bien qu'il y a des décisions, des politiques d'investissement qui font que maintenant, il y a le classement de la taxonomie qui fait qu'aujourd'hui on doit investir dans des énergies vertes. Vous pouvez jouer un rôle, vous pouvez changer le monde, pour reprendre l'expression de l'étudiant tout à l'heure sur le campus HEC. Est-ce que c'est vrai ou on est un peu dans la com? Non, moi je pense que c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que je pense que... Mais comment concrètement? Mais concrètement, par le fait que nous avons décidé il y a très longtemps de ne plus financer, par exemple, le négoce de charbon, parce que nous imposons certains critères aux entreprises que nous finançons pour qu'elles adaptent leur stratégie et leur manière d'être par rapport à ces critères sociétaux et environnementaux. Je pense que le greenwashing est effectivement quelque chose qui doit être absolument puni, parce que c'est aujourd'hui plus du marketing et il y a très peu de gérants qui sont absolument sérieux par rapport à ça. On a été précurseurs, on ne le mettait pas trop en avant. D'autres qui n'étaient pas vraiment très précurseurs l'ont mis beaucoup en avant. Donc aujourd'hui, on en parle un peu plus. Mais pour moi, être responsable, ça fait partie d'une philosophie d'investissement. Je pense vraiment que les fonds, avec parfois toutes les connotations négatives qu'il peut y avoir autour du concept de fonds d'investissement ou d'asset manager, les fonds ont la capacité de faire changer le monde. Et d'ailleurs, j'ai récemment appelé tous les patrons de fonds d'investissement à avoir une position très ferme et déterminée par rapport à ce qui se passe en Russie. Je l'ai fait de manière publique à Londres. Et d'ailleurs, j'ai été entendu par beaucoup d'entre eux qui m'ont appelé suite à cet appel. Alors Loïc Ferry, moi j'avais pour finir une question qui faisait presque le lien entre vos deux activités, du football et de la finance. On a vu il y a quelques semaines la cotation d'une start-up Sorare qui fait des NFT, des images Panini virtuelles, qui est devenue donc une licorne française. Est-ce que vous pensez vraiment de valoriser une entreprise comme ça, plusieurs milliards d'euros, à partir d'un concept aussi simple que les images de joueurs assorties donc de ce label NFT, c'est un moyen pour les clubs de foot d'avoir de nouvelles recettes?
Alors au-delà du foot, je pense que vous parlez d'une des entreprises qui, à mon avis, sera un des leaders mondiaux, si ce n'est le leader mondial dans les années à venir. C'est une entreprise, et je le fais en toute transparence, dans laquelle j'ai le bonheur d'être actionnaire, où je pense qu'il y a une équipe qui a à la tête qui est particulièrement visionnaire et qui ont une technologie qui est absolument remarquable. Donc oui, c'est un concept simple, collectionner des images, je dirais, dans le monde physique, c'était Panini, avec toute la réussite qu'il y a eu. Aujourd'hui, on va dire que dans le monde virtuel, aujourd'hui, ils sont devenus une entreprise de jeux. Donc, il y a beaucoup de... vous collectionnez les cartes, mais vous jouez avec les cartes. Et au-delà de ça, je pense qu'au-delà du foot, puisqu'ils vont annoncer d'autres sports très prochainement, c'est une entreprise dans laquelle je crois beaucoup et qui, à mon avis, va faire la fierté de la France pendant de nombreuses années. Magnifique entreprise. Je ne résiste pas à une toute dernière question. Vous pourriez financer une équipe de foot féminine? Alors, il y a une équipe de foot féminine au FC Lorient qui n'est pas encore, tout au niveau professionnel, mais sur laquelle nous investissons et nous développons. Nous croyons beaucoup à l'essor du football féminin. Merci beaucoup. Merci Edwige. Merci Vincent. Merci d'avoir été avec nous pour cet entretien HEC. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.